Le silence tomba non pas comme un voile, mais comme un coup de tonnerre sec. Je me souviens que le tintement du cristal brisé s'était mêlé, un instant fugace, à la mélodie douce et feutrée qui flottait dans les airs. Au vert érable, ce restaurant parisien où l'élite aimait se pavaner, le calme n'était jamais brisé, il était anéanti. Tous les regards s'étaient figés sur la table 4, la même table que je servais, celle où Sophie Mercier, la fille gâtée de la famille la plus redoutée de la capitale, se tenait au-dessus de moi, une bouteille de vin rouge millésimée dégoulinant de ses doigts manucurés sur mon uniforme blanc. Saleté, elle avait craché, ses yeux noirs injectés d'un dédain glacial. Tu n'es pas digne de respirer le même air que moi. Elle avait levé la main, et mon cœur avait fait un bond contre mes côtes, comme un oiseau piégé. J'avais fermé les yeux, sentant la brûlure de l'humiliation monter. Mais la gifle n'était jamais venue. Une autre main avait attrapé son poignet. Ce n'était pas un garde d'Oscar. C'était Julien Mercier, l'homme que Sophie et même la ville entière craignaient par-dessus tout. Et ce qu'il avait dit ensuite n'avait pas seulement fait taire la pièce. Ça avait fait basculer mon monde ou ce que j'en pensais. J'avais traversé les portes monumentales du Grand Parisien, le bras de Julien serré contre le mien. Le flash des photographes crépitait comme un orage estival, illuminant le velours bleu nuit de ma robe, faisant miroiter l'émeraude massive à mon doigt. Mon visage, je l'avais voulu impassible. Il l'était, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Une guerre de sentiments que je n'arrivais pas à étouffer. Comment en étais-je arrivé là, moi? Marie-Meline, simple serveuse il y a à peine quelques jours, le corps tremblant, les pieds gonflés et la tête pleine de rêves brisés. Tout avait commencé cette nuit-là. La nuit du vin et des larmes, il y a une éternité, il me semble. La mémoire est parfois une chose étrange, elle tisse et détisse, elle gomme et ajoute. Je me souviens des sensations plus que des mots exacts, de l'odeur du restaurant, du poids du plateau, de la peur dans le regard de Pierre. J'avais regardé mon reflet dans la paroi en acier inoxydable de la machine à café industriel. Des cernes sombres, légers mais tenaces, marquaient la peau sous mes yeux. J'avais ajusté mon badge, lissé le devant de mon tablier blanc, amidonné et expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 6 mois. « Table 4 est libre, Marie, à toi !» avait chuchoté Pierre, le maître d'hôtel, manifestement nerveux. C'était un homme qui transpirait même au cœur de l'hiver. Mon estomac s'était contracté. La table 4 n'était pas n'importe quel étal au Auvergne-Érable, un établissement qui servait l'élite politique et les hommes d'affaires légitimes de Paris. La table 4, c'était le trône. « C'est qui ce soir ?» avais-je demandé, chargeant un lourd plateau d'argent avec de l'eau pétillante et du pain artisanal. « Les Mercier !» avait sifflé Pierre, essuyant son fond avec un mouchoir. « Sophie, plus précisément. Elle est avec son entourage. Son frère n'est pas encore là. Sois juste invisible, Marie. Pour l'amour du ciel, ne croise pas son regard. » J'avais hoché la tête, saisissant le plateau. J'avais besoin de ce travail. Les factures médicales de ma mère à l'hôpital Sainte-Marguerite s'empilaient plus vite que la neige dehors, et les pourboires au verre d'érable pouvaient couvrir un mois de loyer en une seule nuit. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir peur. Je m'étais avancé sur le parquet ciré du restaurant. La salle était une caverne d'acajou, de velours et de lumière dorée tamisée. Ça sentait la truffe, le parfum cher et le danger. La table 4 était située dans le coin du pouvoir, une banquette semi-circulaire recouverte de cuir rouge sang. 3 femmes y étaient assises, mais une seule importait, Sophie Mercier. Elle était belle comme un diamant né de bois, tranchant, froid et capable de vous couper si vous le manipuliez mal. Elle portait une robe qui coûtait plus que ce que je gagnais en 1 an, et elle critiquait bruyamment le nombre de fils des serviettes. « Excusez-moi, mesdames, avais-je dit, ma voix étonnamment stable. L'eau pétillante pour la table.
Sophie n'avait même pas levé les yeux, continuant de faire défiler son téléphone. Pose-le et ne traîne pas. Tu sens... Quel est ce détergent? Les deux femmes qui l'entouraient, des parasites, avaient ricané derrière leurs mains. C'est du savon, mademoiselle, avais-je dit doucement, déposant les verres en cristal avec une précision chirurgicale. Sophie avait finalement levé les yeux. Ses yeux étaient bordés d'un eyeliner épais et vides de toute forme d'empathie. Je n'ai pas demandé ton commentaire, j'ai demandé ton service. J'avais tendu la main vers la bouteille d'eau. Alors que je l'inclinais, Manon, je crois que c'était Manon, l'une de ses amies, ou peut-être Chloé, dans un geste d'enthousiasme, ou peut-être de pure maladresse pour impressionner Sophie, avait étendu son bras pour ponctuer une blague. Son coude avait heurté mon poignet. Cela s'était passé au ralenti. Le jet d'eau avait dévié, éclaboussant 3 gouttes, pas plus, sur la nappe, à quelques centimètres seulement du sac à main de Sophie. Ça n'avait pas touché le sac, ça n'avait pas touché Sophie, ça l'avait juste un peu assombri le lin blanc. Mais on aurait dit que j'avais jeté de l'acide. Espèce de vache incompétente. Sophie avait hurlé, se levant d'un bond. Le restaurant était devenu silencieux. Le pianiste de jazz s'était arrêté au milieu d'un accord. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle, » avais-je dit, cherchant une serviette. « Laissez-moi... Ne touche pas !» Sophie avait giflé ma main. « Tu as failli ruiner un sac à 5 000 € avec ta maladresse. Tu sais qui je suis? »« Oui, mademoiselle Mercier, » avais-je dit, baissant la tête. « C'était un accident. La dame à votre droite a heurté mon... »« Tu blâmes mon ami ?» La voix de Sophie avait monté d'une octave. Elle avait saisi la bouteille de vin qui était sur la table, un Barolo 1848. « Tu crois pouvoir venir à ma table, gâcher ma soirée et ensuite blâmer mes invités? Non, je... » « Tu n'es qu'une poubelle, » avait craché Sophie. « Tu n'es rien. Tu es la saleté sous mes loups-boutins. » Elle avait débouché le vin. La pièce l'avait regardée avec horreur. Pierre, le gérant, était figé près des portes de la cuisine, trop terrifié par la famille Mercier pour intervenir. « Puisque tu aimes faire des dégâts, » avait dit Sophie, un sourire cruel jouant sur ses lèvres, « voyons si tu aimes en porter un. » Elle avait renversé la bouteille. Le liquide rouge foncé avait dégringolé sur ma tête, trempant mes cheveux, coulant sur mon visage et tachant mon uniforme immaculé d'un rouge sang. C'était froid et humiliant. J'étais resté figé, le vin dégoulinant de mon nez, me piquant les yeux. Je n'avais pas haleté, je n'avais pas à pleurer. J'étais resté là, encaissant, car je savais que si je bougeais, si je me défendais, je perdais mon travail. Je perdais les médicaments. Je perdais ma mère. Oups! Sophie avait ri, jetant la bouteille vide sur la table. Elle avait roulé et claqué. Maintenant, tu es assorti au décor. Fiche le camp. J'avais essuyé mes yeux. Je sentais une brûlure dans ma poitrine, un mélange de honte et d'une étrange colère dormante que je laissais rarement remonter à la surface. Je m'étais retourné pour partir, mes chaussures grinçant sur le tapis imbibé de vin. « Attends » avait commandé Sophie. Je m'étais arrêté. « Tu ne t'es pas excusé » avait-elle dit, croisant les bras. « Et tu as ruiné le sol. Je pense que tu devrais le nettoyer à genoux. » Je m'étais retourné lentement. « Je vous demande pardon ?»« À genoux » avait sifflé Sophie. « À genoux et essuie ça avec ton tablier maintenant, où je passe un coup de fil et tu ne seras pas seulement au chômage. Tu ne seras plus en vie. » La menace planait lourdement dans l'air. Dans cette ville, une menace des Merciers n'était pas une hyperbole. C'était une promesse. J'avais regardé le sol. J'avais regardé les visages moqueurs de Manon et Chloé, ou qui elles étaient, peu importe. J'avais regardé Pierre, qui avait détourné le visage de honte. Lentement, j'avais plié les genoux. L'humiliation était un poids physique qui m'écrasait la colonne vertébrale. « Fais-le » m'étais-je dit. Pour maman. J'étais à quelques centimètres du sol lorsque les lourdes doubles portes sans chaîne à l'entrée du restaurant s'étaient ouvertes avec une force qui avait fait trembler les vitres.
Une rafale de vent froid avait balayé la pièce, suivie par 3 hommes en longs manteaux sombres. La température de la pièce avait semblé chuter de 10 degrés. L'homme au centre était grand, avec de larges épaules et un visage taillé dans le granit. Il avait une cicatrice traversant son sourcil gauche et des yeux qui ressemblaient à de la glace brisée. Il rayonnait d'une autorité mortelle. Julien Mercier, le chef. Il s'était arrêté à l'entrée, ses yeux scannant la pièce. Il avait vu les clients silencieux. Il avait vu le vin renversé. Il avait vu sa sœur debout avec un sourire narquois. Et il m'avait vu, trempé de rouge, à moitié agenouillé. Sophie. La voix de Julien était grave. Un grondement de tonnerre qui avait fait vibrer les planchers. Le sourire narquois de Sophie avait vacillé un instant, mais elle s'était vite reprise. Après tout, elle était la sœur du roi. « Julien, tu es en retard. Et regarde ce désordre. Cette fille incompétente a ruiné la nappe. Je lui donnais juste une leçon de respect. » Julien n'avait pas bougé. Il n'avait pas regardé sa sœur. Il s'était avancé, ses pas longs et déterminés. Le bruit de ses chaussures sur le bois dur était le seul son dans l'univers. Il était passé devant la sécurité. Il était passé devant le gérant terrifié. Il s'était avancé directement vers la table 4. Il s'était arrêté devant moi. « Lève-toi, Mawa, avait-il dit. Ce n'était pas une demande. » J'avais redressé mes jambes, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'avais refusé de le regarder dans les yeux, gardant mon regard fixé sur le nœud de sa cravate en soie. Julien avait tendu la main. J'avais tressailli. Il s'était arrêté, sa main en l'air. Puis, avec une douceur qui avait terrifié les spectateurs plus que la violence, il avait tendu le bras et avait balayé une mèche de cheveux mouillés de vin de mon visage. Il m'avait regardé. Il avait observé mes pommettes, la forme de ma mâchoire, la détermination sur ma bouche. Puis il avait regardé le collier que je portais. C'était un collier bon marché, d'habitude caché sous mon uniforme, mais le tissu trempé l'avait rendu visible. Une simple chaîne en argent avec un petit pendentif étrange, un croissant de lune entrelacé avec une rose. Les yeux de Julien s'étaient élargis. La glace dans son regard s'était fendue. Il s'était tourné vers sa sœur. Le changement dans son attitude avait été instantané. La curiosité était partie, remplacée par une rage froide et noire. « Tu l'as faite s'agenouiller ?» avait demandé Julien doucement. « C'est une serveuse, Julien », avait ricané Sophie, bien qu'elle ait reculé d'un pas. « Ce n'est personne, elle nous a manqué de respect. »« Elle nous a manqué de respect ?» avait répété Julien. Il s'était tourné vers moi. « Comment t'appelles-tu ?»« Marie » avais-je chuchoté. « Marie-Méline. » Julien avait fermé les yeux pendant une seconde, comme s'il traitait une équation complexe. Quand il les avait ouverts, il avait regardé sa sœur. « Excuse-toi » avait dit Julien. Sophie avait ri nerveusement. « Quoi? Tu plaisantes? Je suis une Mercier. Nous ne nous excusons pas auprès du personnel. »« Excuse-toi » avait rugi Julien, sa voix claquant dans l'air comme un fouet. « Maintenant » Sophie avait tressailli, la terreur finissant par percer dans ses yeux. Elle n'avait jamais vu son frère la regarder comme ça. Pas pour une femme. Pas pour quoi que ce soit. Je suis désolée, avait murmuré Sophie, regardant le sol. Pas au sol, avait sifflé Julien. À elle, regarde-la dans les yeux. Sophie avait regardé Marie, le visage brûlant d'humiliation. Je suis désolée. Et va-t'en, avait dit Julien, mais le dîner... Va-t'en. Julien avait pointé la porte. Emporte tes amis. Si je te vois dans cette ville avant le lever du soleil demain, je te coupe tes allocations à 0 et je t'envoie au couvent en Corse. Allez. Sophie avait attrapé son sac et s'était enfuie, ses talons claquant frénétiquement alors qu'elle courait hors du restaurant, ses amis la suivant comme des rats effrayés. Julien s'était retourné vers moi. Il avait enlevé son lourd par-dessus, un cachemire valant des milliers, et l'avait drapé sur mes épaules tremblantes et mouillées. « Je m'excuse pour le comportement de ma sœur », avait dit Julien. Sa voix était formelle, raide.
C'était inacceptable. Ça va, avais-je dit, serrant le manteau plus fort. Ça sentait le santal et l'huile de pistolet. Je veux juste faire mon travail. Tu as fini de travailler pour ce soir, avait dit Julien. Il avait fait signe à Marc, son bras droit, qui se tenait dans l'ombre. Marc, ramène la voiture. Je ne peux pas partir, avais-je protesté. Mon corps, mon gérant. Julien avait regardé Pierre, qui essayait actuellement de se fondre dans le papier peint. Pierre. Oui, monsieur Mercier. Pierre avait piaillé. Mademoiselle Meline prend le reste de la nuit de congé payé. Un bonus d'1 mois. Mettez ça sur mon compte. Oui, monsieur. Absolument, monsieur. Julien m'avait regardé de nouveau. Venez avec moi, s'il vous plaît. C'était ça qui m'avait frappé. Les hommes comme lui ne disaient pas « s'il vous plaît ». Ils prenaient. Où ça, avais-je demandé. Dans un endroit où vous pourrez vous sécher, avait dit Julien. Il avait baissé la voix pour que seul je puisse l'entendre. Et parce que j'ai besoin de vous poser des questions sur ce collier, ma main s'était envolée vers ma gorge, agrippant le pendentif en argent. Ma mère me l'a donné. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien, Marie, avait dit Julien, ses yeux intenses. Ce collier, ça signifie que vous n'êtes pas qui vous pensez être. Et ça signifie que vous êtes en grave danger. Le trajet à l'arrière du SUV blindé s'était déroulé en silence. Les lumières de la ville s'estompaient derrière les vitres teintées, des traînées de néons dans la pluie. J'étais assise aussi loin de Julien que la banquette en cuir le permettait, serrant son manteau autour de moi. Je tremblais, pas seulement à cause du vin froid qui trempait mes vêtements, mais à cause du contre-coup d'adrénaline. Julien était assis de l'autre côté, tapant sur un téléphone sécurisé. Il ne m'avait pas regardé depuis que nous étions montés dans la voiture, mais sa présence remplissait l'espace. C'était un homme grand, rayonnant d'une puissance contrôlée qui rendait l'air épais. Quel danger! Avais-je finalement rompu le silence? Ma voix était plus forte que je ne me sentais. Julien avait cessé de taper. Il avait glissé son téléphone dans sa poche et s'était tourné vers moi. Sous les lumières des réverbères qui passaient, son visage était un paysage d'ombre. « Que savez-vous de votre père, Marie ?» J'avais froncé les sourcils. « Il est mort avant ma naissance, un accident de voiture. Ma mère m'a élevé seule. » C'est ce qu'elle vous a dit? Oui, pourquoi? Parce que le collier que vous portez, Julien avait pointé ma poitrine, est le blason de la famille Valentino. J'étais resté figé. Même moi, une serveuse vivant de chèque de paie en chèque de paie, je connaissais ce nom. Les Valentino étaient en la vieille garde. Ils avaient été les dirigeants de la pègre new-yorkaise il y a 20 ans, avant la Grande Guerre, avant que les Mercier, la famille de Julien, ne les anéantissent. « C'est impossible », avais-je dit en secouant la tête. « C'est juste un bijou. Maman l'a acheté dans un magasin. Aucun magasin ne vend la Rosaluna, avait dit Julien. Il n'y en a eu que 3 de fabriquées, une pour le chef, une pour sa femme et une pour leur fille. Leur fille disparue. J'avais senti le sang quitter mon visage. Vous pensez que je suis une Valentino? Cela ferait de nous des ennemis, avait Julien terminé la phrase. Par le sang, nous sommes des ennemis mortels. Si les autres familles découvrent qui vous êtes, la commission, les Russes, les triades, ils vous traqueront. Non pas nécessairement pour vous tuer, mais pour vous utiliser contre moi, ou pour réclamer le territoire qui, de droit, appartient à l'héritière Valentino. Je suis une serveuse, avais-je claqué. L'absurdité de la situation me donnant du courage. Je sers des pâtes. Je ne réclame pas ce territoire. C'est fou. Arrêtez la voiture. Je ne peux pas faire ça, avait dit Julien calmement. J'ai dit d'arrêter la voiture. J'avais sauté vers la poignée de la porte. Clic. Les verrous s'étaient engagés automatiquement. Marie, écoutez-moi. La voix de Julien avait perdu son côté tranchant, devenant urgente. Ma sœur, son humiliation de ce soir vous a peut-être sauvé la vie. Si je n'avais pas vu ce collier, je n'aurais pas su. Mais d'autres regardaient. Il y a des espions dans ce restaurant.
Si quelqu'un d'autre avait vu ce blason, vous êtes une cible ambulante. Alors, qu'allez-vous faire? Avais-je demandé, le dos pressé contre la porte. Me tuer? Finir le travail que votre père a commencé? Julien m'avait regardé et pour la première fois, j'avais vu autre chose que le froid calcul dans ses yeux. J'avais vu du regret. Non, avait-il dit doucement, j'ai fait un serment il y a longtemps. Un serment à un homme mourant que si je trouvais un jour l'enfant, je la protégerais. J'ai l'intention de tenir ce serment. La voiture avait ralenti. Nous n'étions pas à un poste de police. Nous n'étions pas à mon appartement. Nous nous arrêtions devant un immense portail en fer forgé gardé par des hommes armés de fusils d'assaut. Le domaine Mercier. Vous me kidnappez, avais-je chuchoté. Je vous passe en détention protectrice, avait corrigé Julien, jusqu'à ce que je puisse découvrir qui a trahi votre emplacement. Trahi? Quelqu'un a informé Sophie d'aller au Vert Érable ce soir. Elle déteste cet endroit. Elle y est allée spécifiquement pour faire une scène. Quelqu'un voulait qu'elle soit là. Quelqu'un voulait que je sois là. Et je pense que quelqu'un voulait que je vous trouve. La voiture s'était arrêtée devant un manoir qui ressemblait plus à une forteresse. « Bienvenue chez vous, princesse », avait dit Julien, le sarcasme lourd, mais teinté d'une sombre réalité. « Essayez de ne pas vous faire tuer avant le dessert. » Tandis que les portes s'ouvraient, Marc, le chauffeur, s'était retourné. « Boss, nous avons un problème. »« Qu'est-ce que c'est? » »« Nous sommes suivis. 3 berlines noires, pas de plaque. » Le visage de Julien s'était transformé en pierre. Il avait tendu la main sous son siège et en avait sorti un pistolet en argent. Il avait vérifié la chambre d'un clic expert. « Marie, » avait-il dit, sa voix impérieuse. « Sors de la voiture et cours jusqu'à la porte d'entrée. Ne regarde pas en arrière. » Marc bloque le portail. « Et vous? » avais-je demandé, les yeux écarquillés. Julien était sorti du véhicule sous la pluie, son arme à son côté. Il m'avait regardé en arrière, un léger sourire dangereux jouant sur ses lèvres. Je vais leur demander qui les a envoyés. Des coups de feu avaient éclaté au portail. Le bruit des coups de feu, ce n'est pas comme au cinéma. Au cinéma, c'est un tonnerre lourd et profond. Dans l'air froid et pluvieux d'une nuit d'automne parisienne, c'était un claquement sec et terrifiant, comme du bois sec qui se brise sous une botte lourde, répété encore et encore. Je n'avais pas regardé en arrière. L'ordre de Julien avait été absolu, et l'adrénaline qui inondait mon système avait annulé ma confusion. Je m'étais précipité hors du SUV, mes chaussures de serveuse glissant sur les pavés mouillés de l'allée. La pluie était torrentielle maintenant, des rideaux glacés qui lavaient des taches de vin sur mon uniforme, mais me trempaient jusqu'aux os en quelques secondes. Clac, clac, boum. Derrière moi, des pneus avaient crissé, un cri de métal sur métal qui s'était terminé par un craquement écœurant. J'avais atteint les énormes doubles portes du domaine Mercier. C'étaient des dalles imposantes de chêne foncé renforcées de bandes de fer, ressemblant plus à l'entrée d'un donjon médiéval qu'à une maison. Il n'y avait pas de poignée, pas de sonnette, juste une surface lisse et imposante. La panique me serrait la gorge. J'étais piégé entre une fusillade et une porte verrouillée. « Ouvrez !» avais-je hurlé, frappant mon poing contre le bois. « S'il vous plaît, ouvrez !» Comme si la maison elle-même écoutait, le loquet avait basculé avec un lourd cliquetis mécanique. L'une des portes s'était ouverte en grinçant. Je m'étais précipité à l'intérieur, tombant sur mes mains et mes genoux. Le silence qui m'avait accueilli était saisissant. La lourde porte s'était refermée automatiquement, scellant la pluie, le vent et les bruits de mort extérieurs. J'étais sur un sol de marbre noir et blanc, dessiné dans un motif géométrique vertigineux. L'air y était immobile et chaud, parfumé de cire d'abeille, de cire de citron et de l'étrange odeur métallique de vieux sang qui semblait imprégner les murs même de la maison. Vous égouttez sur le hall. La voix était sèche et caissante. J'avais levé les yeux. Debout en haut du grand escalier se tenait une femme qui semblait avoir été sculptée dans le même chêne que les portes. Elle portait une robe noire stricte, ses cheveux gris tirés en un chignon si serré
qu'il tendait la peau de son visage. Elle tenait un plumeau comme une arme. Je n'ai pas fait exprès, avais-je balbutié, luttant pour me relever. Mes genoux tremblaient si fort que je devais m'appuyer contre un pilier de marbre. Il y a des hommes dehors, des armes, Julien. Le chef sait se débrouiller, avait dit la femme, descendant les escaliers d'un pas lent et mesuré. Elle ne semblait pas alarmée, elle semblait agacée. Je suis Madame Leclerc. Je gère cette maison et je n'apprécie pas que des traînards de la rue traînent de la boue. Et est-ce du vin? Sur mes sols? Madame Leclerc s'était arrêtée sur la dernière marche, me dominant. Ses yeux étaient de petites perles sombres qui me scannaient de mes cheveux mouillés à mes chaussures bon marché. C'était un regard de pur dédain. Il m'a dit d'entrer, m'étais-je défendu, ma voix tremblante. Il a dit que j'étais en danger. Chaque femme que Julien amène ici est en danger, avait reniflé Madame Leclerc. Généralement d'elle-même ou de Mademoiselle Sophie. À la mention de Sophie, la porte d'entrée avait de nouveau cliqué. J'avais tressailli, me retournant, m'attendant au tireur. Au lieu de cela, la porte s'était ouverte pour révéler Marc, le chauffeur. Il boitait légèrement, sa veste de costume déchirée à l'épaule. Il était pâle. « C'est bon ?» avait demandé Madame Leclerc, son ton passant de l'agacement à la rapidité des affaires. « C'est bon ?» avait grogné Marc. Il s'était écarté. Julien était entré. Il avait l'air remarquablement calme pour un homme qui venait d'être dans une fusillade. Ses cheveux étaient mouillés, plaqués sur son front, et ses jointures étaient écorchées. Mais c'était la lente et sombre traînée rouge sur le blanc de sa chemise, juste sous les côtes, qui m'avait fait haleter. « Vous êtes blessé ?» avait-je chuchoté. Julien avait regardé son côté, comme s'il remarquait une tache de café renversée. Ça m'a frôlé, une égratignure. « Vous saignez sur le marbre, monsieur », avait réprimandé Madame Leclerc, bien que ses yeux trahissent une lueur d'inquiétude. « Dois-je appeler le docteur? »« Pas de docteur, » avait dit Julien, sa voix tendue. « Pas de dossier. Si la commission apprend que j'ai été touché, ils sentiront le sang dans l'eau. Je vais me recoudre moi-même. » Il m'avait regardé. L'adrénaline s'estompait dans ses yeux, laissant derrière elle une intensité lasse et hantée. Il m'avait vu trembler, me serrant contre le froid de la climatisation, mes yeux écarquillés de traumatisme. « Madame Leclerc, » avait commandé Julien, « emmenez Mademoiselle Méline dans la chambre bleue. Donnez-lui des vêtements secs. Brûlez cet uniforme. » La chambre bleue? Madame Leclerc avait haussé un sourcil. « C'est une suite d'invités, monsieur, pas les quartiers des domestiques. » Ai-je bredouillé? La voix de Julien s'était abaissée. « Non, monsieur. » Et Leclerc, avait ajouté Julien, s'arrêtant en déboutonnant sa manchette ruinée. « Elle n'est pas une invitée. Elle est sous ma protection. Cela signifie qu'elle est au-dessus de tout le monde dans cette maison, sauf moi. Si elle demande de l'eau, vous lui apportez du vin. Si elle demande de la lune, vous trouvez une échelle. Comprenez-vous? » Madame Leclerc s'était raidie. Elle m'avait regardé avec une nouvelle expression, non pas de respect, mais de calcul. Compris, Doune Mercier. Julien s'était tourné pour marcher vers un couloir sombre à gauche, vraisemblablement son bureau. Il avait fait 2 pas et avait trébuché. Il s'était rattrapé au mur, laissant une empreinte de main ensanglantée sur le papier peint en soie. Julien. J'avais bougé avant de penser. Je m'étais précipité, agrippant son bras non blessé pour le stabiliser. Il était lourd, un mur solide de muscles et de chaleur. « Ça va », avait-il grogné, essayant de se dégager. « Vous n'allez pas bien », avais-je dit, mes instincts de serveuse prenant le dessus. J'étais habitué au double quart, à porter de lourds plateaux et à gérer des clients ivres. Je n'étais pas une fleur délicate. « Vous allez faire un choc. Vous devez vous asseoir avant de tomber. » J'avais regardé Madame Leclerc. « Apportez la trousse de premier secours et de l'eau chaude et du whisky à fort degré. » Madame Leclerc s'était hérissée. « Je ne prends pas d'ordre de... »« Faites-le » avait rugi Julien, le son résonnant sur le haut plafond. Alors que Madame Leclerc s'éloignait en courant, Julien m'avait regardé.
J'étais à moitié sa taille, trempée, tremblante de peur. Pourtant, je le soutenais avec une force surprenante. « Vous êtes autoritaire », avait-il murmuré, ses paupières s'affaissant légèrement. « Et vous êtes lourd », avais-je rétorqué, masquant ma terreur par du sarcasme. « Appuyez-vous sur moi. Allons vous asseoir. » Ils avaient marché ensemble le long du couloir sombre, le prince de la mafia et la serveuse, laissant une traînée d'eau de pluie et de sang sur les tapis persans inestimables. Le bureau était un sanctuaire de pouvoir masculin. Des bibliothèques du sol au plafond remplis de volumes reliés en cuir tapissaient les murs. Un feu crépitait dans une immense cheminée en pierre, projetant des ombres dansantes à travers la pièce. Au centre se trouvait un bureau en acajou qui semblait assez lourd pour résister à une explosion. J'avais guidé Julien vers un canapé Chesterfield près du feu. Il s'y était enfoncé avec un gémissement, sa tête inclinée en arrière contre le cuir. Le combat avait semblé le quitter dès qu'il s'était assis. Madame Leclerc était apparue quelques instants plus tard avec un plateau en argent contenant des bandages, des ciseaux chirurgicaux, une bouteille d'iode, une aiguille et du fil et une carafe en cristal de liquide ambré. Elle l'avait posée sur la table basse et avait regardé Julien. « Je peux le faire, monsieur. Je l'ai déjà fait. »« Laissez-nous, » avait dit Julien, les yeux fermés. « Monsieur, c'est une étrangère, » avait averti Madame Leclerc, me lançant un regard furieux. « Vous êtes vulnérable. » Si elle voulait me tuer, Leclerc, elle aurait pu me laisser dans l'allée. Laissez-nous. Madame Leclerc avait pincé les lèvres, m'avait lancé un regard venimeux et avait reculé hors de la pièce, fermant la lourde porte d'un doux clic. Le silence était revenu, brisé seulement par le crépitement du feu et la respiration saccadée de Julien. J'avais fixé les fournitures médicales. Mes mains tremblaient. Je ne suis pas infirmière. Julien avait ouvert les yeux. Ils étaient de la couleur de la tempête dehors, gris et tumultueux. « Je n'ai pas besoin d'une infirmière, Marie. J'ai besoin d'un témoin. » Il avait fait un geste vers le whisky. « Versez. » J'avais versé un verre, mes mains tremblant tellement que le cristal avait teinté contre la carafe. Je le lui avais tendu. Il l'avait bu d'un trait, grimaçant alors que l'alcool frappait son système. « La chemise, avait-il dit. Il faut l'enlever. » J'avais hoché la tête, avalant la boule dans ma gorge. Je m'étais approché, mes genoux frôlant les siens. J'avais tendu la main vers les boutons de sa chemise. Mes doigts étaient froids. Sa peau brûlait. J'avais défait les boutons lentement, essayant d'ignorer les dures surfaces de sa poitrine. Les cicatrices qui traçaient une histoire de violence sur sa peau. J'avais retiré le tissu mouillé et ensanglanté de son épaule. La blessure était laide, une entaille à travers les côtes où la balle avait déchiré la peau et les muscles, mais manqué l'os. Ça saignait lentement. « Nettoyez-le », avait Julien instruit, me tendant l'iode. J'avais versé l'antiseptique sur une compresse de gaz. « Ça va piquer. Faites-le. » J'avais pressé la compresse sur la blessure. Le corps entier de Julien s'était raidi. Sa main avait jailli et m'avait agrippé le poignet fermement. Ses jointures étaient devenues blanches. Il n'avait pas fait un bruit, mais sa mâchoire était si serrée que j'avais cru que ses dents allaient se briser. J'avais attendu qu'il se détende, puis j'avais doucement commencé à essuyer le sang. « Parlez-moi », avait dit Julien à travers des dents serrées. « Distrayez-moi. »« Quoi? Que voulez-vous savoir ?» avais-je demandé, me concentrant entièrement sur la blessure pour éviter de regarder son visage. « Parlez-moi du collier, la Rosaluna. » J'avais fait une pause. Je vous ai dit que ma mère me l'avait donné. Elle a dit que c'était un héritage familial. Elle n'a jamais dit qu'il appartenait à une famille criminelle. Votre mère? Julien avait expiré lentement alors que la douleur commençait à s'atténuer en une pulsation sourde. Comment s'appelle-t-elle? Sarah. Marie-Meline? Julien avait lâché un rire sec et sans humour. Sarah, un bon nom biblique, sûr, commun. Il m'avait regardé. Son nom n'était Petra. Son nom était Victoria. Victoria Valentino. J'avais laissé tomber la cornette ensanglantée. Je l'avais fixée.
Vous mentez. J'aimerais bien. Victoria était le joyau de la couronne de l'Empire Valentino. Il y a 25 ans, pendant la nuit des longs couteaux, les Merciers, mon père, se sont attaqués aux Valentino. Ce fut un massacre. Nous pensions les avoir tous eus. Mais Victoria a disparu. Personne ne l'a jamais retrouvée. La rumeur disait qu'elle s'était enfuie avec un inconnu, un étranger, un civil. Mon esprit s'était emballé. Mon père, l'homme qui était mort dans un accident de voiture avant ma naissance. Mon père, avait-je chuchoté. Maman a dit qu'il était musicien. Peut-être l'était-il, avait dit Julien. Il avait tendu la main vers la bouteille de whisky et avait versé un autre verre, 7 fois pour lui et 1 pour moi. Buvez, vous avez l'air de vouloir vous évanouir. J'avais pris le verre et pris une petite gorgée. La brûlure m'avait ancré. Alors, vous dites que ma mère est une princesse de la mafia cachée et que je suis quoi? L'héritière d'un royaume mort. Pas mort, avait corrigé Julien. Endormi. Les Valentino ont encore des loyalistes dans la ville. De vieux hommes qui se souviennent du bon vieux temps. S'ils découvrent que la fille de Victoria est vivante, ils se rallieront derrière vous. Ils déclencheront une guerre pour vous mettre sur le trône. Une guerre contre moi. J'avais regardé autour de la pièce opulente la lumière du feu dansant sur le dos des livres. Je ne veux pas de trône, je veux payer mon loyer, je veux que ma mère aille mieux. Le regard de Julien s'était aiguisé. Aller mieux, vous avez dit qu'elle était à Sainte-Marguerite. Elle a un cancer, avais-je dit, ma voix brisée. Stade 4, les factures. C'est pourquoi je travaille au vert érable. C'est pourquoi j'ai pris les corps supplémentaires. Julien m'avait regardé longuement. Le regard dans ses yeux était passé du calcul à quelque chose de plus doux, quelque chose de presque tragique. Marie, ici, je dois faire une pause, le temps d'une inspiration profonde. Tout ça, cette histoire de famille secrète, de mafia parisienne, de princesse disparue, c'était totalement dingue, n'est-ce pas? Absurde. Je veux dire, j'étais une fille normale, ou du moins je le croyais. Une fille qui se battait pour joindre les deux bouts, qui pensait que son plus grand problème était de payer ses factures d'hôpital. Et d'un coup, on me balançait un héritage de sang, une histoire de guerre et de vengeance. En quoi est-ce que ça me concernait, tout ça? Dans ma tête, ce n'était que des films. Et pourtant, le sang sur la chemise de Julien, l'odeur de poudre, la peur viscérale que je venais de ressentir. Tout était terriblement réel, trop réel pour être un rêve, pas assez pour être juste un cauchemar. C'était ma réalité, et je me demandais comment j'allais faire pour ne pas me noyer. « Marie, avait-il dit doucement, quand je suis monté dans la voiture ce soir, avant que nous ne soyons attaqués, j'ai demandé à mon équipe de faire une vérification de vos antécédents. Je devais savoir qui vous étiez et j'ai vérifié l'hôpital Sainte-Marguerite. J'avais senti un gouffre froid s'ouvrir dans mon estomac. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a pas de Sarah Mellin à Sainte-Marguerite, avait dit Julien. Il n'y a aucune trace de son admission, aucune trace de son traitement. C'est impossible. Je m'étais levé, le whisky éclaboussant le bord de mon verre. Je lui ai rendu visite hier. J'ai payé la facture la semaine dernière. Vous avez payé une société écran, avait dit Julien sans pitié. Et la femme que vous avez visitée? Je ne doute pas qu'elle ait été là hier. Mais mes hommes sont allés à l'hôpital il y a 10 minutes pour la sécuriser. La chambre est vide, Marie. Le lit est fait. Les infirmières disent que cette chambre est vacante depuis un mois. Non, je m'étais éloigné de lui. Vous mentez. Vous essayez de me faire peur, de me manipuler. Je n'ai pas besoin de vous manipuler, avait dit Julien, se levant. Il avait ignoré le sang qui s'infiltrait à travers son bandage frais. Il avait fait le tour de la table et s'était tenu devant moi. Je suis la seule chose qui se dresse entre vous et une tombe peu profonde en ce moment. Quelqu'un a déplacé votre mère. Quelqu'un savait que je vous trouverais ce soir. C'était un coup monté. Qui, avais-je crié, les larmes finissant par couler, qui ferait ça?
Julien avait tendu la main et avait pris mes épaules. Sa prise était ferme, m'ancrant. C'est la question. Il faut du pouvoir pour falsifier des dossiers hospitaliers. Il faut du pouvoir pour tendre une embuscade à un convoi Mercier. Il faut du pouvoir pour connaître la Rosaluna. Il m'avait regardé profondément dans les yeux. Il y a un traître, avait chuchoté Julien. Les mots pendaient dans l'air comme de la fumée. Un traître au sein de ma propre famille. Quelqu'un qui veut relancer la guerre entre les Mercier et les Valentino, et ils vont vous utiliser comme allumette pour allumer la mèche. Je tremblais. Que faisons-nous? Le visage de Julien s'était durci. Le masque du chef avait repris sa place. Nous arrêtons de courir, avait-il dit. Demain, je ne vous cache pas. Demain, je vous présente. Me présenter à qui? À tout le monde, avait dit Julien, un sombre sourire touchant ses lèvres. Demain soir, c'est le gala des 7 familles. C'est le plus grand rassemblement de la pègre depuis une décennie. Je vais y entrer avec vous à mon bras. Vous êtes fou? Avais-je sifflé. Vous avez dit qu'ils voulaient me tuer. Ils ne peuvent pas vous tuer si vous êtes à moi, avait dit Julien. Je vais vous réclamer, non pas comme une Valentino. Sinon, mais comme ma fiancée. Ma mâchoire était tombée. Votre quoi? C'est le seul moyen, avait dit Julien, son pouce essuyant une larme sur ma joue. Le contact était électrique. Si vous êtes ma promise, vous êtes intouchable. Même la commission ne peut pas toucher la future femme du chef. Cela nous donne le temps de retrouver votre mère. Cela nous donne le temps de trouver le traître. Et si je dis non? Julien s'était penché, son parfum de whisky et de danger m'enveloppant. Alors vous sortez par cette porte, avait-il dit doucement, et vous ne passerez pas le portail. J'avais regardé la porte, puis j'avais regardé la blessure sur sa poitrine, puis j'avais regardé la détermination dans ses yeux glacés. J'avais pensé à ma mère, disparue, seule. J'avais pris une profonde inspiration. D'accord, avais-je chuchoté, je jouerai votre jeu, Julien. Mais si vous me trahissez, si c'est un piège... Si je vous trahis, Marie, avait dit Julien, portant ma main à ses lèvres et embrassant mes jointures, vous pourrez utiliser ce couteau sur la table pour me découper le cœur. Je soupçonne que vous pourriez être la seule capable de le trouver. Soudain, la lourde porte en chêne du bureau s'était ouverte en grand. Madame Leclerc se tenait là, son visage pâle, un téléphone sans fil à la main. « Monsieur !» avait-elle haleté, sa dignité brisée. « C'est votre sœur, c'est Sophie. »« Qu'a-t-elle fait maintenant ?» avait grogné Julien, ne lâchant pas ma main. « Elle n'a rien fait, monsieur, » avait chuchoté Madame Leclerc. « Elle a disparu. Sa sécurité a été retrouvée dans l'allée derrière le vert érable, la gorge tranchée. » Julien était resté immobile. « Et sur le mur, » avait continué Madame Leclerc, sa voix tremblante, écrit en sang, il y avait un message. Qu'est-ce qu'il disait? Une file pour une fille. Julien m'avait regardé. La couleur avait quitté son visage. Les Valentino n'étaient pas seulement de retour. Ils avaient pris la première pièce sur l'échiquier. Ma mère avait disparu. La sœur de Julien avait été prise. La guerre avait déjà commencé. Le soleil du matin n'avait pas percé les nuages. Il avait simplement rendu le ciel gris d'une nuance plus claire d'ardoise. À l'intérieur du domaine Mercier, l'ambiance était funèbre. La maison était silencieuse, mais c'était un silence qui vibrait d'une violence contenue. Des hommes avec des oreillettes et des fusils d'assaut se tenaient dans chaque couloir, leurs yeux traquant chaque ombre. J'étais assise au centre de la chambre bleue. Elle portait bien son nom, des murs de velours écrasés d'un saphir profond, de lourds rideaux indigo et un lit qui ressemblait à un nuage piégé dans une cage de soie. Je n'étais pas seul. 3 femmes se déplaçaient autour de moi comme une équipe de mécaniciens travaillant sur une Formule 1. Ce n'étaient pas des stylistes bavardes d'un salon. Elles étaient efficaces, silencieuses et terrifiées. « Levez le menton », avait dit la styliste principale, appliquant un primé froid sur ma peau.
Je m'étais regardé dans le miroir de la coiffeuse. Je ne reconnaissais pas la femme qui me fixait. Les cernes sous mes yeux avaient disparu, dissimulées par des produits coûteux. Mes cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné pour servir les tables, étaient maintenant une cascade de vagues sombres, polies pour un éclat miroir. La porte s'était ouverte. Julien était entré. Il avait troqué sa chemise ensanglantée contre un col roulé noir et un pantalon anthracite. Son bras était en écharpe, mais l'écharpe était en soie noire, faisant ressembler à la blessure à une déclaration de mode plutôt qu'à une vulnérabilité. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient vifs, scannant la pièce avant de se poser sur moi. « Laissez-nous », avait-il ordonné. Les stylistes n'avaient pas hésité. Elles avaient laissé tomber leurs brosses et s'étaient enfuies. Julien s'était approché derrière moi, regardant mon reflet dans le miroir. Il n'avait pas souri. Ce n'était pas une scène de relooking romantique. C'était un général inspectant l'armure de son soldat. « Sophie est toujours portée disparue », avait-il dit, sa voix dépourvue d'inflexion. Aucune demande de rançon, juste le silence. « Et ma mère ?» avais-je demandé, mes mains agrippant les bords de la coiffeuse. Mes hommes fouillent la ville, mais les traces ont été couvertes par des professionnels. Quiconque les a prises, ce sont des fantômes. Je m'étais tourné dans ma chaise pour lui faire face. Alors, ce soir, c'est le gala. Nous marchons dans la gueule du lion. Le gala des 7 familles, avait corrigé Julien. C'est un terrain neutre. Aucune arme n'est autorisée, ce qui signifie que les couteaux seront cachés dans les sourires et les poignées de main. Il avait fouillé sa poche et en avait sorti une boîte en velours noir. Il l'avait posée sur la table. « Ouvre !» J'avais ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague qui m'avait coupé le souffle. C'était une émeraude, taillée en carré et massive, entourée d'un halo de diamants déchiquetés qui ressemblaient à des dents. C'était beau, mais ça semblait prédateur. C'était la bague de ma grand-mère. Julien avait dit qu'elle la portait lorsqu'elle avait négocié le traité de paix de 82. C'est un symbole de l'autorité Mercier. Quand vous portez ceci, vous n'êtes pas Marie la serveuse. Vous êtes la future matriarche de la famille la plus puissante de Paris. C'est lourd, avais-je chuchoté, la glissant à mon doigt. Elle me convenait parfaitement. Trop parfaitement. Le pouvoir est toujours lourd, avait dit Julien. S'il est léger, il est faux. Il s'était dirigé vers une housse de vêtements accrochée à la porte. Il l'avait ouverte. « Votre armure. » Il avait sorti la robe. C'était un chef-d'œuvre de soie bleu nuit, bustier avec une fente qui montait dangereusement haut sur la cuisse. Le corsage était structuré presque comme un corset brodé de fils d'argent dans un motif d'épines. « Pourquoi moi, Julien ?» avais-je demandé, me levant et marchant vers la robe. « Pourquoi traverser cette mascarade? Vous avez des soldats. Vous avez de l'argent. Pourquoi avez-vous besoin d'une fausse fiancée? » Julien m'avait regardé, son regard intense. Parce que la pègre ne respecte que 2 choses, la force et le lignage. Si j'entre seul avec ma sœur disparue, ils verront un animal blessé. Ils attaqueront. Mais si j'entre avec la fille de Victoria Valentino à mon bras, ils verront une unification de 2 grandes lignées. Ils seront trop confus, trop intrigués et trop effrayés par les implications pour frapper. Cela me donne la seule chose que je n'ai pas. Du temps. Alors, je suis une distraction, avais-je dit, touchant la soie froide de la robe. Vous êtes l'appât, avait brutalement l'ami Julien, le traître au sein de ma famille. Il ne pourra pas résister, il viendra à vous. Il essaiera de vous déstabiliser pour voir si vous connaissez la vérité sur votre héritage. Et quand il sortira de l'ombre pour mordre, je lui couperai la tête. J'avais ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. J'avais alors réalisé que Julien Mercier n'était pas un héros. C'était un requin et je nageais juste à côté de lui. « Tournez-vous, Assuin, avait-il dit. Je vais vous aider avec la fermeture éclair. » J'avais enfilé la robe. Je l'avais tenue contre ma poitrine et lui avais tourné le dos. Julien avait travaillé avec sa seule bonne main. Ses doigts avaient frôlé la peau de ma colonne vertébrale.
chaud et rugueux contre la soie froide. La sensation m'avait envoyé une décharge d'électricité. Pendant un instant, le danger s'était estompé, remplacé par une conscience primale de l'homme se tenant à quelques centimètres derrière moi. Il avait remonté la fermeture éclair. Il ne s'était pas immédiatement éloigné, son souffle effleurant mon cou. « Écoutez-moi, Marie », avait-il chuchoté, sa voix tombant à un murmure grave. « Ce soir, vous ne pouvez pas montrer de peur. Si vous tremblez, faites-le intérieurement. Si vous voulez crier, ravalez-le. Vous regardez tout le monde dans cette pièce comme si vous leur apparteniez. Pouvez-vous faire ça? » J'avais de nouveau regardé mon reflet dans le miroir. La femme dans le reflet n'était plus une serveuse. Elle était terrifiante, elle était belle, elle était une Mercier. Je m'étais retourné, mon nez, le menton haut, l'émeraude à mon doigt étincelant dans la lumière. J'ai eu affaire à des banquiers de la bourse ivre qui me pinçaient la jupe pendant 3 ans. Julien, avais-je dit, ma voix stable. Je sais comment gérer les hommes qui pensent pouvoir me dévorer. Je ne craquerai pas. Julien m'avait étudié et une lueur d'admiration véritable avait traversé son visage. « Bien, » avait-il dit, « alors allons commencer une guerre. » Le lieu du gala était le Grand Parisien sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, une forteresse beaux-arts de vieilles richesses et de secrets encore plus anciens. Le pâté de maisons entières avait été bouclé, des limousines noires au ralenti dans une file qui s'étendait au coin de la rue, leur gaz d'échappement se mêlant à la brume froide. Tandis que la limousine blindée des Merciers s'arrêtait, les flashs des paparazzi avaient éclaté comme un orage stroboscopique. « Souvenez-vous, » avait dit Julien, ajustant sa veste de smoking. « Vous ne regardez pas les caméras, vous regardez à travers elles. » Le chauffeur avait ouvert la porte. Julien était sorti le premier. Un silence était tombé sur la foule, suivi d'un chuchotement frénétique. Le chef était arrivé, et il n'était pas seul. Il avait tendu la main vers la voiture. Je l'avais prise, j'étais sorti, le silence était absolu. La robe bleu nuit chatoyait comme la nuit liquide sous les flashs. L'émeraude à mon doigt flamboyait. Je n'avais pas souri. J'avais l'air ennuyé, royal et absolument intouchable. « Qui est-elle » avait crié quelqu'un depuis le périmètre de la presse. « Est-ce un blason Valentino » avait murmuré un reporter aux yeux vifs, apercevant la broderie argentée. Julien m'avait guidé sur le tapis rouge, sa main ferme sur le bas de mon dos. « Parfait » avait-il murmuré à mon oreille. « Ils sont déjà terrifiés. » Ils étaient entrés dans la grande salle de bal. Si l'œuvre érable était le luxe, la salle de bal du Grand Parisien était l'opulence militarisée. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond doré à la feuille. La pièce sentait le champagne cher, les lises et la trahison. Des centaines de personnes s'étaient tournées pour regarder. Les leaders des 5 familles, les oligarques russes, les lieutenants yakuza. Un homme court et trapu au visage de bulldog s'était avancé vers eux. C'était M. Rousseau, le chef de la famille Rousseau, le plus ancien rival des Merciers. Il souriait, mais ses yeux étaient morts. « Julien » avait tonné Rousseau, ouvrant les bras. « Nous avons entendu parler des ennuis d'hier soir. Une tragédie à propos de la voiture. Et Sophie, elle n'est pas là? » C'était une sonde, un test. Sophie est indisposée, avait dit Julien avec aisance, serrant la main de Rousseau. Elle supervise des affaires en Corse. Corse, du jour au lendemain? Les yeux de Rousseau avaient furtivement glissé vers moi. Et qui est cette charmante créature? Je ne crois pas que nous ayons été présentés. C'est Marie, avait dit Julien, sa voix portant jusqu'aux tables voisines. Ma fiancée. On avait entendu le bruit d'argenterie heurtant la porcelaine. La pièce s'était figée. Le sourire de Rousseau avait vacillé. « Fiancé? Vous allez vite, Julien. Je ne savais pas que vous faisiez la cour. Quand on trouve la bonne personne, on n'attend pas, » avait dit Julien, me tirant plus près. « Marie, voici M. Rousseau. Soyez polie, ma chérie. Il est facilement offensé. » J'avais tendu ma main, paume vers le bas.
Un plaisir, Monsieur Rousseau. Rousseau avait hésité puis avait pris ma main et avait embrassé la bague. Alors qu'il se penchait, je l'avais vu, une épingle à sa boutonnière. Elle était petite, dorée, en forme de serpent mangeant sa propre queue. J'avais senti Julien se tendre à côté de moi. Il l'avait vu aussi. Profitez bien de la soirée, avait dit Julien abruptement, m'éloignant. Qu'est-ce que c'était? Avais-je chuchoté alors que nous nous dirigions vers le bar. Cette épingle, c'est le symbole de l'Ouroboros, avait dit Julien, sa mâchoire serrée. Une ancienne société secrète au sein des mercenaires de la mafia. Ils n'ont pas été actifs depuis la guerre avec votre famille. Si Rousseau porte cette épingle, il signale qu'il est ouvert aux affaires. Il sait quelque chose. Vous pensez qu'il a ma mère? Non. Rousseau est un marteau, pas un scalpel. Il n'aurait pas la finesse de falsifier des dossiers hospitaliers, mais il sait qui le fait. L'orchestre avait commencé à jouer une valse, une mélodie lente et plaintive qui semblait pleurer. « Dansez avec moi », avait dit Julien. « Maintenant, nous devons maintenir l'illusion, et c'est le seul moyen de parler sans être entendu. » Il m'avait emmené sur la piste de danse. Il avait posé une main sur ma taille, l'autre tenant ma main. Nous avions commencé à bouger. Je n'avais jamais valsé de ma vie, mais Julien menait avec une autorité si absolue que je n'avais pas besoin de connaître les pas. Je n'avais qu'à suivre son corps. « Regardez le balcon », avait chuchoté Julien en me faisant tourner. J'avais jeté un coup d'œil. Debout sur la mezzanine, surplombant la foule, se tenait un homme grand et mince aux cheveux argentés et en smoking blanc impeccable. Il buvait de l'eau, il ne regardait pas la foule. Il regardait directement Julien. « Qui est-ce » ? « C'est Stéphane », avait dit Julien. « Mon conseiller, l'homme en qui j'ai le plus confiance. » Pourquoi était-il là-haut? Je me souviens qu'il était censé être à Marseille, s'occupant d'un litige syndical. Julien m'avait dit qu'il ne reviendrait pas avant lundi. La prise de Julien sur ma taille s'était resserrée. Il m'a menti. La musique avait enflé. « Marie », avait dit Julien, sa voix urgente. « Regardez son poignet. Utilisez vos yeux. » Je m'étais concentré. L'homme, Stéphane, avait levé la main pour ajuster ses lunettes. À son poignet, attrapant la lumière du lustre, se trouvait une montre. Mais pas seulement une montre. À côté se trouvait un bracelet, une délicate chaîne en or tressée, avec 3 petites breloques, un soleil, une étoile et une lune. J'avais raté un pas. J'avais trébuché, marchant sur le pied de Julien. « Attention !» Il m'avait stabilisé. « Qu'avez-vous vu? » « Le bracelet !» avais-je étouffé, mon cœur battant contre mes côtes. Le bracelet en or à son poignet, c'est celui de ma mère. Je l'ai fait pour elle en cours d'art. J'avais 10 ans. Il y a une breloque de lune parce que je lui ai dit que je l'aimais jusqu'à la lune et retour. Julien avait arrêté de danser. Des gens nous avaient bousculés, mais il n'avait pas bougé. Il avait regardé le balcon. « Stéphane », avait-il chuchoté. La trahison dans sa voix était si profonde. Elle ressemblait à de la douleur. Le meilleur ami de mon père. Mon parrain. « Il les a », avais-je dit, la panique montant dans ma gorge. « Il a ma mère. » « Et il a Sophie », avait réalisé Julien. « C'est lui qui connaissait les routes de sécurité. C'est lui qui connaissait la Rosaluna. Il voulait déclencher une guerre entre moi et les Valentino pour pouvoir ramasser les morceaux. » Soudain, Stéphane sur le balcon avait levé son verre dans un simulacre de toast à Julien. Il avait souri, un sourire froid et reptilien. Il avait fouillé sa poche et en avait sorti un téléphone. Il avait tapoté l'écran une fois. Simultanément, chaque téléphone dans la salle de bal avait commencé à vibrer. Un murmure collectif s'était élevé de la foule alors que des centaines de personnes vérifiaient leurs notifications. Le téléphone de Julien avait vibré dans sa poche. Il l'avait sorti. C'était un message vidéo. Julien avait cliqué sur « Lecture ». Je m'étais penché. La vidéo montrait une pièce sombre. Au centre, attachée à 2 chaises dos à dos, se trouvaient 2 femmes. L'une était jeune, aux cheveux noirs, battue et contusionnée, un bâillon dans la bouche. Sophie. L'autre était plus âgée, frêle,
vêtue d'une blouse d'hôpital. Sarah Malin, ou plutôt Victoria Valentino. Une voix déformée et grave avait parlé sur la vidéo. Le roi est mort. Vive les reines. Vous avez 1 heure pour abdiquer votre territoire à la commission et nous livrer la fille Marie si vous refusez. La lignée Mercier et la lignée Valentino se terminent ce soir. La vidéo s'était terminée. Julien avait levé les yeux. Stéphane avait disparu du balcon. La pièce les regardait. Le murmure s'était transformé en rugissement. Monsieur Rousseau s'était frayé un chemin à travers la foule, le visage exultant. Il avait vu la vidéo. Tout le monde l'avait vu. Julien, avait crié Rousseau, il semble que vous ayez perdu votre levier. Nous devons partir, avait dit Julien, agrippant ma main. Maintenant! Ils les ont, avais-je crié. Nous devons les sauver. Nous le ferons, avait dit Julien, me tirant vers la sortie de la cuisine, ses yeux brûlants d'une résolution terrifiante. Mais d'abord, nous devons survivre au hall. Il avait ouvert les portes de la cuisine d'un coup de pied, juste au moment où le premier coup de feu retentissait dans la salle de bal. La paix du gala était brisée. Le terrain neutre n'était plus neutre. C'était un abattoir. Et la seule issue passait par la cuisine, là où les couteaux étaient les plus aiguisés. La cuisine du Grand Parisien avait explosé dans le chaos. Alors que le personnel de cuisine plongeait à couvert, Julien avait riposté au tueur de Rousseau, faisant irruption par les doubles portes. Je ne m'étais pas recroquevillé. J'avais saisi une lourde poêle en fonte sur un brûleur, la balançant avec une force désespérée dans le visage d'un tireur flanquant Julien. Il s'était effondré. « Bon bras !» avait grogné Julien, rechargeant son arme. « Bouge !» Ils avaient sprinté dans l'allée où Marc attendait avec le moteur rugissant. « Où, chef? » L'ancien chantier naval avait aboyé Julien, plongeant sur la banquette arrière. Stéphane est sentimental. Il les emmènera là où la guerre a commencé. Le trajet avait été un flou de pluie et de vitesse. Lorsque nous avions freiné au port abandonné de Marseille, le silence était plus lourd que les coupes de feu. À l'intérieur de l'entrepôt principal, sous le ronronnement d'un unique projecteur vacillant, Stéphane se tenait au-dessus de Sophie et de Sarah. « Bienvenue chez toi, Victoria », avait sifflé Stéphane à ma mère, levant son pistolet. « Et toi, Julien, tu arrives juste à temps pour voir les dynasties mourir. Laisse-les partir, Stéphane. » Julien s'était avancé, les mains levées. « C'est entre nous. » Non. Stéphane avait souri, ses yeux maniaques. Il avait pointé le pistolet vers moi. « C'est entre elle et son sang. Voici l'accord, Marie. Tu prends le pistolet sur cette caisse. Tu tires sur Julien. Tu réclames le trône de ton père et je te servirai. Refuse et je tue ta mère maintenant. » J'avais regardé le pistolet. J'avais regardé ma mère, pleurant silencieusement. J'avais regardé Julien, qui se tenait stoïque, prêt à mourir. J'avais avancé et ramassé le pistolet. C'était de l'acier lourd et froid. « Malin !» avait ri Stéphane. « Fais-le! Deviens une Valentino! » J'avais levé l'arme, la visant droit sur la poitrine de Julien. Julien n'avait pas scellé. Il m'avait juste regardé, ses yeux doux. « Fais ce que tu dois faire, » avait-il chuchoté. Mon doigt s'était resserré sur la gâchette. Puis, dans un mouvement trop rapide pour que Stéphane puisse le suivre, je m'étais retourné sur mon talon. Pin! Le coup de feu avait retenti comme un coup de canon. Stéphane avait regardé en bas, choqué par la fleur rouge qui s'étendait sur sa chemise de smoking blanche. Il était tombé à genoux, haletant. « Je ne suis pas une Valentino, » avais-je dit, ma voix glaciale alors que je me tenais au-dessus de lui. « Et je ne suis pas une Mercier. Je suis la femme qui décide qui vit et qui meurt. » J'avais éloigné l'arme de sa main d'un coup de pied. Julien s'était précipité pour détacher les femmes. Sophie, en pleurs, m'avait regardé non pas avec dédain, mais avec une terreur respectueuse. « C'est fini, » avait dit Julien, s'approchant derrière moi, posant une main sur mon épaule. J'avais regardé la bague émeraude à mon doigt, puis l'horizon de la ville visible à travers les fenêtres brisées de l'entrepôt. Je ne les avais pas seulement sauvés,
J'avais pris le commandement. Non, Julien, avais-je chuchoté, l'adrénaline s'estompant en une résolution d'acier. La guerre ne fait que commencer et nous allons la gagner. Et aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas. La vie avec Julien, c'est une danse constante, une valse macabre où chaque pas est calculé. Ma mère, Victoria, est en sécurité maintenant, loin, en Corse. Sophie est revenue aussi, même si elle me regarde toujours avec ce mélange de peur et de quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait ressembler à de l'admiration. Je ne suis plus la petite serveuse, c'est sûr. Mais suis-je la matriarche que je suis censée être? Une Valentino? Une Mercier? Je ne crois pas. Je suis juste Marie, celle qui a dû choisir entre la peur et le pouvoir, entre l'oubli et le combat. C'était la bonne décision. Qui peut dire? J'ai fait ce que j'ai dû. C'est tout. Et vous, si vous aviez tenu cette arme, auriez-vous fait confiance à Julien ou auriez-vous pris l'accord pour sauver votre mère? J'y pense encore, parfois. Rien n'est jamais simple, rien n'est jamais parfait. Mais c'est ma vie, désormais.